9h01. Bonsoir le mercredi 4 novembre 2020. L'actualité dans ses rythmes et ses contretemps, c'est maintenant sur la première. Voici les titres de votre journal de cette soirée. Il est pris parfois à faire tourner la tête au regard du temps d'avant-crise. C'est le sentiment souvent des consommateurs. Leur comportement change à cause d'un pouvoir d'achat fragilisé. 338 cas nouveaux aujourd'hui. La Covid galope sur le territoire. Les gestes barrières, une obligation ardente. Ce matin, le ministère de la Santé faisait le point sur la pandémie. Nous y étions présents et nous parlons ce soir également avec notre invité, le médecin. Vous répond ce soir, c'est le docteur Charles Tetaria. À tout à l'heure, docteur. L'amphi en Wi-Fi, l'université sur petit écran pour ne pas fermer le livre des études. Tout a été pensé de manière docte. Le but, la permanence de la quête de la connaissance. Nous vous expliquons tout dans un instant. Dernier comptage aux USA où l'on calcule, là où certains protestent et d'autres se rebiffent, une élection où l'on maintient le public jusqu'à l'ultime seconde. À cette heure-là, il manque 6 grands électeurs pour que le démocrate Biden soit élu président des États-Unis. Dans cette ambiance étouffante, pareil à une étuve où les passions se débrident, nous irons en Californie, à San Diego. Heidi Lienko nous attend. Elle nous dira de l'intérieur ce que vit actuellement l'Amérique. À tout à l'heure. Un caddie pas plus lourd, mais un porte-monnaie plus léger avec la crise sanitaire. Un peu à l'image de la fièvre, les prix auraient tendance à monter. En tous les cas, c'est le sentiment des consommateurs. D'ailleurs, leur comportement change, d'autant que la dépense hygiénique, masque ou encore gel, pèse également dans le panier de la ménagère. Un reportage signé Iyari Tayata avec Patrick Sinsing. Il n'y a rien qui ressemble plus à un caddie qu'un autre caddie. Mais détrompez-vous, en période de crise, les habitudes des consommateurs ont quelque peu évolué. Des congelés. Voilà. Et des légumes aussi. Donc la crise, ça a vraiment changé ta façon de consommer? Oui. En quoi ça change? Il faut faire restreindre, quoi. Il faut faire attention. Une évolution qui s'est faite sentir tant chez le client que chez les gérants de cet hypermarché. Ceux-ci constatent que les ventes de produits de première nécessité ont augmenté de 5%. Au début de la crise, au mois de mars, il y a eu de très gros achats sur des produits indispensables, on dira, hein, du riz, des pâtes, de la farine, du lait, des œufs, des produits basiques. Aujourd'hui, on a repris, le cours des choses a repris, les ventes sont normales, par contre avec moins de clients et des paniers moyens plus gros. Arrivé à la caisse, le constat est sans appel. Le client achète utile en se permettant toutefois quelques écarts. Ça coûte cher et le riz? On ne va pas se voiler la face, hein. C'est sûr, il y a du PPN qui vient avant tout. Et puis après un peu de congelé et des produits d'hygiène. La Covid a aussi pesé sur les comptes de cette grande surface. Elle a dû investir près de 10 millions de francs pacifiques en produits sanitaires depuis le début de la crise. Au niveau des caisses, depuis le mois de mars, donc on a protégé nos hôtesses avec des plexiglas. Nos hôtesses aussi ont un masque et elles nettoient systématiquement les caisses entre deux passages clients ainsi que le TPE, qui est le terminal de paiement carte bleue. Et à l'entrée de cet hypermarché, un sens de circulation a été mis en place pour que les clients se croisent le moins possible. Économie au temps de la Covid, et il n'y a pas de surprise, la fréquentation touristique descend en flèche en Polynésie, 2 tiers en moins pour le mois d'août de la présente année. En cumul, ce sont 49 375 visiteurs depuis janvier. Sur la calculette, cela veut dire une division par 3, moins 64%, comme vous le voyez sur l'infographie derrière moi par rapport à l'année 2019. Des éléments chiffrés toujours, et cette fois-ci avec la Covid, 338 nouveaux cas, un décès supplémentaire, 87 patients à l'hôpital, 25 en réanimation. Ces chiffres nous ont été donnés ce matin. En effet, les autorités de santé tenaient un point presse. La vélocité du virus aux îles du Vent est confirmée. La vigilance est de mise, l'autodiscipline aussi. Nicolas Suire et Théro Rotois. 39 décès, 87 hospitalisations et 338 nouveaux cas en 24 heures. L'épidémie de Covid-19 progresse rapidement en Polynésie française. Le nombre de cas concernant les enfants est en diminution grâce aux vacances scolaires. Par contre, les personnes de plus de 60 ans sont de plus en plus touchées. Elles représentent 12,5% des contaminés. Et puis, on observe une nette augmentation des cas dans les îles et notamment aux îles sous le vent, ce qui implique une plus grande vigilance de la part des autorités. La maladie va se répandre, très probablement, et qu'il n'y a pas des structures hospitalières pour soigner les gens dans des bonnes conditions, dans des conditions que de l'hôpital du Taonet. Et puis les autorités ont tenu à rappeler que le confinement
en cas de test positif est de 7 jours. Mais à chacun d'être vigilant et de décider de la reprise du travail avec son médecin traitant. C'est 7 jours d'isolement à partir du moment où vous avez été testé ou à partir du moment où vous avez été malade. Les 7 jours, c'est le minimum. Si au-delà des 7 jours, si à partir des 7 jours, vous avez toujours de la fièvre ou si vous toussez toujours, l'isolement se poursuit. La mortalité due à la Covid-19 en Polynésie reste quant à elle relativement faible par rapport au niveau mondial, avec un taux de 0,014% de personnes décédées. Et de la logistique avec ce matin une confirmation, les autorités de santé militaire viennent en aide à la Polynésie. Concrètement, mise à disposition de matériel pour la réanimation et surtout également venue de 35 personnes, notamment des infirmières, pour renforcer l'hôpital du Taoné. On parlait des îles et justement nous allons à Bora Bora. 68, c'est le nombre de personnes touchées par la Covid-19 dans cette île, un chiffre en augmentation. Toutefois, aucune personne à ce jour n'est hospitalisée, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, partout, les guides sanitaires font un travail de pédagogie dont l'art est, dit-on, la répétition au moindre signe. Consultez et surtout, restez chez vous. Un confinement demandé aussi à toutes les personnes qui reviennent de Tahiti ou de Moorea. Joanna Totu, elle est justement guide sanitaire. Elle répond à notre correspondante Rosana Mayota. Ici, comme partout, port de masque, c'est un peu difficile encore à faire passer, la distanciation, mais il fallait s'y attendre que la maladie se propage un peu sur toute la Polynésie et bien évidemment sur Bora Bora. Le port du masque est obligatoire. On a mis en place du gel. Un distributeur automatique de gel pour tout le monde dès l'entrée et puis dans tous les locaux du magasin, que ce soit les toilettes et tout, il y a du savon pour se nettoyer, il y a des papiers jetables. On les oblige à jouer le jeu, sinon ils restent dehors. Nous allons être didactiques mercredi soir, c'est notre invité médecin. Ce soir, c'est le docteur Charles Tetaria. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une première question d'ordre général. On sait qu'en France, en métropole, les enfants de 6 ans doivent désormais porter le masque dans les écoles. Quel est votre avis de scientifique sur cette décision gouvernementale en métropole ? Il est vrai qu'au départ, c'était les enfants de 11 ans qui ne devaient pas porter le masque, puisque les pédiatres ont su que les enfants ne propageaient pas vraiment la maladie par rapport aux adultes, et surtout faisaient une maladie moins grave. Et malheureusement, étant donné qu'on a rouvert l'école ces jours-ci, notamment aux enfants du primaire, on a décidé donc, pour éviter justement la contamination auprès des enfants, puisque à ce niveau-là, les gestes barrières vont être difficiles à respecter au niveau de ces enfants, notamment au niveau de la distanciation. Et c'est pour ça donc on l'a forcé de porter le masque également. Des questions qui nous sont venues par Internet, avec tout d'abord Tama, qui a été en contact avec une personne qui porte le virus. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Comment elle doit se prémunir et prémunir son entourage ? La première chose, c'est de s'isoler et puis, bien sûr, les gestes barrières, notamment le masque, et attendre 2 ou 3 jours, pas tout de suite, parce qu'on ne va pas détecter le virus. Il faut aller voir le médecin pour qu'on puisse détecter le virus. Il faut aller voir le médecin tout de suite alors peut-être pas tout de suite, parce que il faut attendre au moins 2 ou 3 jours, parce que normalement c'est 4 jours pour qu'on puisse détecter le virus. Donc si j'ai pas de symptômes, j'attends et j'agis en fonction de ce qui se passe dans mon corps. Ouais. Mais même en cas de contact, il vaut mieux quand même au bout de 3 ou 4 jours aller voir le médecin pour essayer de faire un prélèvement. Et si c'est positif, là il faut vraiment s'isoler et voir au bout de 7 jours si on peut retourner au travail ou continuer l'isolement. Elisa a également une question un petit peu angoissante. Elle dit qu'elle perd son odorat et son goût. Est-ce que c'est grave, docteur ? On ne peut pas dire que c'est grave, mais par contre, on peut dire que c'est vraiment la marque du Covid-19, hein, la perte de goût et la perte de l'odorat. Est-ce qu'on a une idée de l'apparition des symptômes ? Quel est l'ordre ? Il n'y a pas d'ordre parce que c'est d'abord la fièvre, la toux, c'est l'odorat. Non, de toute façon, c'est d'abord les symptômes généraux comme la fièvre, la toux, étant donné que ça touche les voies respiratoires. Et c'est simplement après que la perte du goût et de l'odorat arrive. Ouais. Cécile, qui est sûrement maman, elle nous demande que se passe-t-il avec le gel lorsque celui-ci est mélangé à l'eau, notamment pour des raisons d'économie budgétaire. Est-ce que son efficacité est la même que lorsqu'il est complètement pur ?
Normalement, en ce qui concerne le gel, il faut au moins 60% d'alcool dans le gel pour garder l'efficacité concernant la désinfection du virus et des microbes. Et dès lors qu'on dilue, le gel perd de son efficacité. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavage de mains, avec le savon, bien laver le bain, est aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à éclairer l'ensemble de nos internautes. Merci. Très bonne soirée, Dr Tetiera. Si les cours magistraux sont virtuels, les matières enseignées conservent le même niveau d'exigence. L'Université de Polynésie renoue les fils de la technologie pour dispenser les connaissances. Covid oblige, les étudiants doivent être connectés a priori. Tous le sont. Un reportage avec Gemso et Mirko Vanfo. Depuis lundi dernier, Théophane, étudiant inscrit en deuxième année de licence langue polynésienne, suit ses cours à distance comme la majorité de ses camarades de fac. À l'instar des universités de l'Hexagone, les cours à l'UPF sont dispensés en ligne via la plateforme Espadon. C'est un peu difficile pour tous les étudiants en ce moment parce qu'ils cherchent par tous les moyens de pouvoir se connecter déjà au réseau Internet pour pouvoir suivre les cours en ligne. Et pour ceux qui n'ont pas justement le Wi-Fi, ils sont obligés d'aller à l'université pour pouvoir accéder justement à ces moyens pour pouvoir se connecter. En effet, si les cours ont lieu à distance, le campus d'Outomoro reste ouvert. Ce matin, nous retrouvons dans son bureau Marina Demoy-Schneider, maître de conférence en biologie cellulaire. J'ai peur de dire une bêtise, mais la rate. Les enseignements de type cours magistraux et travaux dirigés se font à distance. Les contrôles continus se font en présentiel, en respectant les conditions sanitaires et la jauge de 50% d'occupation des salles. Nous avons cependant des séances de travaux pratiques qui peuvent se faire en présentiel, puisqu'elles nécessitent l'utilisation de matériel spécifique qu'on ne peut pas avoir en dehors des salles de travaux pratiques. Pour les étudiants qui n'auraient pas accès à Internet, l'université a lancé l'enquête niveau de connexion afin de leur proposer des solutions individualisées. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément Internet à la maison ou de matériel technologique pour faire leurs devoirs ou tout ce qui est exposé. Donc l'université a mis en place des salles informatiques pour tous ces étudiants-là qui sont dans ce besoin-là. En attendant la reprise d'une activité normale, salles de cours et amphithéâtres resteront vides, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Survivre en temps de crise, se réinventer, penser autrement, trouver de nouveaux chemins, pas facile, c'est casse-tête chinois. Cependant, au Fénois, ils sont nombreux les entrepreneurs à reformuler leur business, comme on dit. Il est nécessaire d'espérer pour entreprendre. Un extrait du magazine Vevo, réalisé par Brigitte Olivier et Heidi Enco, qui sera diffusé juste après ce journal. Cet élan, amorcé par quelques patrons résilients et non résignés, n'est pas de tout repos, mais c'est la seule alternative. Tant il est vrai que la santé d'un pays se mesure à la diversité et à la solidité de ses entreprises privées. La crise Covid est là, et bien là, et la deuxième vague s'annonce aussi forte que prévu. Mais au-delà de ces quelques exemples mentionnés ici, d'autres patrons en Polynésie ont décidé de considérer la pandémie pour ce qu'elle est, une épreuve de plus à traverser. À découvrir tout à l'heure de manière complète. Malgré la réforme, la branche des retraites est en déficit, 32 milliards de francs pacifiques, un constat fait par le Conseil d'orientation et de suivi. Un rapport annuel a d'ailleurs été écrit et adressé au gouvernement et aussi aux élus de l'Assemblée de Polynésie. Dimitri Plitoev est le patron de cette commission, nous l'écoutons. La réforme de 2019, 1, il fallait la faire. 2, elle n'est pas suffisante pour assurer la survie du régime. Si on distingue la tranche A et la tranche B, la tranche A, on peut la réformer. La tranche B, il faut modifier beaucoup de choses parce que là, elle n'est pas capable d'honorer les engagements qu'elle a pris. Le COSER n'a pas voulu faire de propositions. Il a identifié des pistes de réforme. Ces pistes de réforme, nous allons vérifier en accueillant et en interviewant tous les partenaires, tous les acteurs du champ de la retraite pour savoir quelles pistes pourraient recueillir, on va dire, un accord le plus large possible. Et sur cette base-là, nous allons travailler sur la faisabilité, les impacts, les effets,
de chacune de ces pistes et on pourra rendre des préconisations certainement pour le prochain rapport en 2021. Bref, encore du pain sur la planche, des travaux à faire à Utuarea, des logements pour les habitants, ce qui est positif, mais ce lieu est traversé par des sources. L'une d'elles a été bouchée, conséquence des inondations chez un résident du secteur. Les habitants aimeraient voir la valorisation de ces sources, un lieu jadis d'aménités récréatives. On venait ici se baigner. Nous écoutons quelques citoyens du quartier au micro de Patrick Tinsing. Comme je suis entourée de sources, du coup, là derrière, je crois, ils ont bouché et voilà, quoi, je suis inondée maintenant chez moi. Normalement, dans les discussions avec les dirigeants, l'OPH et autres, les sources de Utuarea vont être préservées. Mais il y en a une là qui vont l'enterrer, quoi, ils vont le faire mourir, quoi. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout. Et c'est pour ça que je fais appel à tout le monde, à nos dirigeants. Je ne sais pas s'ils aiment la nature qu'on nous a laissée. Et cette source-là, depuis des années, c'est resté juste à côté de la maison associative. On ne l'a pas touché et là, ils viennent de le fermer. Il y a juste aussi une autre source à côté, je crois qu'ils vont le fermer aussi. Vous avez les mathématiques et la géographie bien direction les États-Unis. Le décompte actuel, 264 grands électeurs pour le démocrate Biden, 214 pour le président sortant Donald Trump. Des États en attente, par exemple Géorgie, Pennsylvanie, Nevada ou encore Caroline du Nord. Retour sur cette nuit américaine avec un scénario de film, reportage signé par les confrères de France 2. Un duel ultra serré, ultra tendu. Dans la course à la Maison-Blanche, rien n'est encore joué entre Joe Biden et Donald Trump. L'objectif de chacun, atteindre au moins 270 grands électeurs. Pour l'instant, le démocrate mène 238 à 214. Chaque voix compte. 13 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote, les dépouillements continuent. Voici la carte des résultats connus à cette heure. En bleu, les États gagnés par les démocrates. En rouge, ceux emportés par les républicains. Rien de définitif dans ces États, en gris. Et tous les regards se tournent désormais vers 4 particulièrement stratégiques. C'est là que tout se joue. Et c'est particulièrement serré. Avantage à Joe Biden dans le Michigan et le Wisconsin. Là, 95% des bulletins ont été dépouillés. Il y a tout juste 20 000 voix d'écart. Donald Trump, lui, mène en Géorgie et en Pennsylvanie avec 53,5% des votes, mais son avance s'effrite d'heure en heure. Car pour le reste, la carte de ses premiers résultats est assez similaire à ceux de 2016. Seul l'Arizona a déjà basculé et est passé dans le camp démocrate. L'Arizona a fait le boulot. Bien sûr, il faut attendre de compter tous les bulletins car nous voulons que tout le monde soit entendu. Mais l'Arizona a voté et je suis tellement fière de mon État et de mon comté. Mal parti dans les sondages, Donald Trump a lui réussi à sauver son fief du Texas. Et la victoire en Floride permet à ses partisans de continuer à y croire. Je suis très heureuse que la Floride soit rouge, d'un beau rouge. Je l'adore. Et donc Trump va gagner. C'est notre beau meneur. Le suspense pourrait encore durer plusieurs jours avant l'annonce des résultats officiels. On va justement partir du côté des États-Unis, en Californie, où la situation est plus calme. Nous allons du côté de San Diego avec notre envoyé spécial, Heidi Yanko. Justement, Heidi, quelle est la situation aujourd'hui? Quels sont les États dont on ne connaît pas encore les résultats et qui pourraient être déterminants pour choisir un nouveau président ou reconduire le président actuel pour les États-Unis? Alors Stéphane, écoutez, ici je suis dans un des centres très touristiques de San Diego, mais vous regardez derrière moi, il n'y a personne. Une enseigne de café très connue a d'ailleurs fermé ses portes. Pourquoi? Parce que les gens sont devant leur télé ce soir. Ils veulent savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Écoutez, on est toujours à 253 grands électeurs pour Biden, 214 pour Trump, et il reste les États de Nevada, de l'Alaska, de l'Arizona, de la Géorgie, de la Caroline du Nord et évidemment la Pennsylvanie. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir à cette heure-ci, c'est que si l'Arizona, puisque c'est celui qui a le dépouillement le plus avancé, arrive à gagner, eh bien, et que si Biden arrive à gagner cet État de l'Arizona, eh bien, c'est fini pour la course à l'élection et il devient le président. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis hier soir, on n'a pas vu le président sortant. Donald Trump n'a pas voulu s'exprimer. Aujourd'hui, c'est son fils qui est venu et parler aux médias. Pourquoi? Parce qu'il estime que sa victoire lui a été volée et il est parti pour des recours en justice dans plusieurs États américains, notamment dans l'Est.
Donc, vous savez, aujourd'hui, même si ce soir Biden devait gagner, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer puisque derrière, il va y avoir une bataille juridique qui va s'enclencher. En tout cas, ici, à San Diego, en Californie, tout se passe dans le calme. Les gens sont devant leur télé et ils attendent les résultats. Très bien, merci Heidi. On va se retrouver demain soir, vu le feuilleton que cette élection est en train de dessiner. Merci beaucoup et très bonne soirée aux États-Unis. À demain. Du jaune pour un ciel gris dont la menace devrait éclater. On parle de météo, orages et pluie pour les Australes et les îles sous le vent. Une instabilité qui pourrait durer jusque dans la matinée de vendredi. Prenez donc toutes vos précautions, notamment si vous devez circuler. Voici la carte. Une information qui concerne le sport et la Covid et son chapelet d'annulation. Cette fois-ci, c'est la Waikini Solo qui n'aura pas lieu. Elle était prévue à partir du 27 novembre à Tahiti, donc annulée. Vous le voyez en rouge sur l'écran. La fin de ce journal avec le rappel de l'information principale de la journée, les chiffres de la Covid qui nous ont été donnés ce matin par les autorités sanitaires du pays. Un décès supplémentaire et surtout 338 nouveaux cas en une seule journée. 25 personnes sont actuellement au service de réanimation de l'hôpital. La vigilance et les gestes barrières sont une nécessité vraiment absolue. On va regarder le travail des confrères de la presse écrite avec tout d'abord La Dépêche qui nous parle d'un accident du côté de Veirao. Donc on demande qu'on ramène le corps de notre fils, donc à lire demain dans les pages de notre confrère. Et du côté de Tahiti Info, retour sur la Covid avec ce titre, La gravité des chiffres. On vient de vous les présenter également dans cette édition de 19h. Nous allons conclure ce journal demain matin 6h à la radio. Carlos Datua et David Chang pour les informations. Internet ouvert, vous le savez, 24h sur 24. Et pour terminer, un joli générique en images. Ils sont 4 et s'ils étaient anglais, ils auraient pu chanter, mais ils sont polynésiens et leur génie créatif a un rapport avec une expressivité de très belle allure. Ils exposent actuellement du côté de la galerie Winkler à Papeete. Leur griffe habille notre générique. Belle soirée avec nous. Tout de suite, le magazine Vevo avec Lucille Guichet. Bonne soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet